En Ukraine, des attaques russes ont fait 4 morts et une dizaine de blessés dans les villages proches de la centrale nucléaire de Zaporijia ce vendredi. Selon les autorités locales, Moscou recommence à bombarder les zones résidentielles proches du complexe énergétique et chercherait à priver de courant la rive est du Dniepr. Côté russe, le ministère de la Défense affirme avoir déjoué plusieurs attaques ukrainiennes dans les oblasts de Kharkiv, Donetsk et Lugansk. Près de Kupiansk, un bataillon renforcé ennemi a attaqué les positions des troupes russes vers Berestové. Toutes les attaques ont été repoussées. Plus de 150 soldats ukrainiens, un char, 5 véhicules de combat d'infanterie, 4 blindés de transport de troupes et 9 camionnettes ont été éliminés. Moscou a également publié des images d'entraînement de nouvelles recrues mobilisées. Selon le président Volodymyr Zelensky, l'armée russe a lancé 800 frappes aériennes et tiré plus de 4500 missiles depuis le début de son invasion. Mais il en faudra plus pour briser le peuple ukrainien, a-t-il affirmé dans sa déclaration quotidienne. Pour les Ukrainiens aussi, les drones jouent un rôle de plus en plus important dans la reconquête des territoires occupés et la défense des villes contre les attaques russes. Selon ce pilote, certains peuvent même atteindre la frontière russe. Nous l'avons piloté jusqu'à la frontière et même plus loin parce que c'est de là qu'ils tirent leurs missiles. Dans la région de Kherson, certains villages libérés retrouvent peu à peu leurs habitants, comme ici à Arkhangelsk. Des retours qui posent cependant de nombreuses questions car tout est à reconstruire et l'hiver se rapproche. La ligne conservatrice suivie par Vladimir Poutine se durcit en Russie. Désormais, la loi de lutte contre la propagande LGBTQ mise en place en 2013 touche aussi les adultes au nom de la lutte pour la défense des enfants, des traditions et des valeurs familiales. La communauté LGBTQ russe craint une nouvelle vague de répression. Je ne comprends pas vraiment. L'État dit que je suis de la propagande, que ma personnalité est de la propagande et que mon activité est de la propagande. Je me suis fait une carapace comme en titane parce que je souffre de l'homophobie. Je suis bien plus traumatisé par la propagande russe que la Russie ne l'est par moi. Validée en première lecture jeudi dernier, cette nouvelle loi concerne les médias, Internet, la littérature et le cinéma ou encore la publicité. Les infractions seront punies par de fortes amendes et les étrangers enfreignant cette loi pourront être expulsés. Mais la Douma précise qu'il ne s'agit pas de censure pour autant. Notre projet de loi n'est pas de la censure. Nous n'interdisons pas les personnes LGBT en tant que phénomène. Nous n'interdisons pas de les mentionner. Nous voulons seulement interdire la propagande, c'est-à-dire la promotion positive, les louanges, les thèses selon lesquelles c'est normal et même mieux que les relations sexuelles traditionnelles. La loi sera soumise à une deuxième lecture au mois de novembre avant d'être validée par Vladimir Poutine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le dirigeant russe ne cesse de durcir son discours contre le monde occidental et ses mœurs décadentes. Pourtant, d'après un sondage réalisé en août dernier, 86% des Russes affirment n'avoir jamais été exposés à de la propagande LGBTQ. En proie à des températures quasi estivales, la Corse est touchée par des incendies depuis dimanche dernier. Difficile d'accès, le feu a parcouru plus de 410 hectares selon les pompiers de Haute-Corse. Face à la multiplication des incendies, le président Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi une nouvelle stratégie de lutte. Et cette stratégie pour moi repose sur 3 piliers. Mieux prévenir les incendies, réussir ensuite à lutter plus efficacement et renforcer les moyens de lutte contre l'incendie, à la lumière de ce que nous sommes en train de vivre. Et puis reboiser et gérer durablement nos forêts, qui est là aussi un axe essentiel. Cette stratégie prévoit également la mise en place d'une carte nationale pour recenser les zones particulièrement vulnérables. Cet été, la France a été touchée par d'importants incendies. 72 000 hectares de forêt ont été dévastés en 2022. C'est 6 fois plus que la moyenne des 10 dernières années. Le chef de l'État a prévenu que cet été exceptionnel ne le serait peut-être pas autant à l'avenir en raison du changement climatique.
Alors que l'été joue les prolongations, la France devra pourtant bien se mettre à l'heure d'hiver. Ce dimanche, à 3 h du matin, les Français devront reculer leur montre d'1 heure. La suppression du changement d'heure, décidée par l'Union européenne en 2019, fait figure de serpent de mer. Pourquoi cette proposition, qui avait enthousiasmé nombre d'Européens, ne s'est-elle toujours pas concrétisée ? Il y a actuellement 3 fuseaux horaires en Europe et la grande majorité des pays membres utilisent l'heure d'Europe centrale, représentée ici en bleu. Si l'initiative vient de l'Union européenne, c'est aux États membres qu'il revient de la mettre en œuvre, mais ces derniers n'arrivent pas à aligner leurs aiguilles. Pour Bruxelles, il n'est pas question d'aboutir à un patchwork de fuseaux horaires. La Commission européenne avait donc présenté une proposition visant à répartir les pays en 4 fuseaux horaires différents, essentiellement basés sur l'heure d'hiver actuelle. La France, l'Espagne et les pays du Benelux seraient ainsi rattachés au même fuseau horaire d'Europe occidentale. Reste à savoir si les États membres accepteront cette répartition. Entre le Brexit et la pandémie du Covid-19, la question est restée en suspens. Mais elle pourrait revenir à l'ordre du jour lorsque la Suède prendra la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne en janvier. Nouvelle manifestation antigouvernementale ce vendredi à Prague. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies sur la place Venceslas pour protester contre la hausse des prix de l'énergie, exiger la démission du gouvernement ou encore demander l'arrêt de la guerre en Ukraine en négociant avec Moscou. Un autre rassemblement est prévu dans 2 semaines. Les inondations qui frappent le sud des Philippines ont fait plusieurs dizaines de morts. Le bilan humain pourrait encore s'aggraver. Selon les autorités locales, les eaux de crue ont envahi plusieurs villes et villages sur l'île de Mindanao depuis jeudi. D'après les services météorologiques de Manille, l'intensité des précipitations est en partie due à la tempête tropicale Nalgae qui se dirige vers le pays. Jerry Lee Lewis est mort à l'âge de 87 ans. Il était surnommé The Killer, il était originaire de Louisiane et s'était installé à Memphis à 21 ans. C'est là, dans la capitale du rock, qu'il avait rencontré Elvis Presley, dont il était à la fois l'ami et le rival. Jerry Lee Lewis a inspiré toute une génération de musiciens et Bruce Springsteen disait de lui qu'il ne jouait pas du rock'n'roll mais qu'il était le rock'n'roll. Jerry Lee Lewis a passé les dernières années de sa vie avec sa 7e épouse dans son ranch du Mississippi. Son nom reste associé à Great Balls of Fire, son grand tube de 1957. Il est considéré comme l'inventeur de l'afrobeat dans les années 1970. Fela Kuti est au cœur de toutes les attentions dans une exposition que lui consacre la Philharmonie de Paris. Elle retrace la carrière musicale mais aussi politique du musicien nigérian, décédé en 1997. L'afrobeat au carrefour du jazz et de musique yoruba traditionnelle est faite pour danser et penser, avait dit le biographe du chanteur. En Allemagne, le musée Barberini vient d'inaugurer une exposition consacrée au lien entre magie et surréalisme. Le regain d'intérêt pour ce mouvement artistique s'explique par l'omniprésence du surnaturel, de l'étrange et du fantastique dans la culture contemporaine. En témoignent les séries à succès Stranger Things ou encore Black Mirror. La galerie, elle, se remet tout juste de l'incident lors duquel l'un des tableaux de Claude Monet avait été recouvert de purée de pommes de terre par des militants écologistes. Le 18 octobre dernier, le musée Guggenheim de Bilbao a fêté ses 25 ans. Le lieu, fait d'un assemblage de plaques de titane, a été conçu par l'un des plus grands architectes contemporains, Frank Gehry. Son ouverture en 1997 a revitalisé une ville et sa région, le Pays Basque. Depuis son inauguration, 24 millions de visiteurs ont afflué du monde entier. Pour l'occasion, une nouvelle exposition est à découvrir jusqu'en janvier 2023.